Bienvenue dans les salles du français. Guillaume Raté-Côté ici pour parler de notre belle langue avec quelqu'un qui s'en préoccupe avec intensité depuis longtemps. Claude Morin, ex-ministre péquiste, ex-mandarin de la fonction publique, écrivain, professeur, entre autres. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. On pense ensemble au français aujourd'hui et on commence par le commencement. Naissance de votre personne à Québec en 1929, études au séminaire, études en sciences sociales à l'Université Laval, vers la grande carrière au service de l'État québécois. À quand remonte là-dedans la prise de conscience Bon, je vais vous en parler, là. De l'importance du français? Merveilleux. J'ai pris conscience graduellement de l'importance du français et de sa fragilité, en quelque sorte. Je suis né à Montmorency, près de la chute Montmorency. Oui. Mon père était médecin du village et c'était les employés des 2 millions de textiles qui étaient ses clients. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'anglophones dans le coin. Puis il n'y en avait pas non plus tellement à Québec. Donc, ça m'a pris quelque temps avant que je connaisse des anglophones. Ça s'est passé de la manière suivante. C'est que pendant l'été, quand j'étudiais au séminaire de Québec, je prenais des emplois d'été parce qu'il fallait quand même qu'on vive et avec ce que gagnait mon père avec les ouvriers de Montmorency, c'était pas énorme. Alors, je suis devenu employé de l'aluminerie à Kingston, en Ontario. Oui. Et puis, c'était une occasion pour moi d'apprendre l'anglais. En même temps que les revenus, c'est ça, l'anglais pouvait être appris. Ça veut dire que moi, je n'étais pas contre la connaissance de l'anglais. Au contraire, je n'ai jamais été contre. Et j'étais là-bas. Et là, je me suis trouvé dans un milieu complètement anglophone, à 99%. J'ai visité l'Ontario. Et je me suis trouvé dans un milieu totalement différent à l'âge de 22 ans, là, totalement différent de mon coin à Montmorency. D'accord. Alors, ça m'a saisi. L'autre été, j'ai travaillé au chantier maritime à Lauson. Ah bon? À Lauson, oui. Ici, tout près de la station. Je faisais la navette entre Montmorency et Lauson. Je ne sais pas si vous voyez le genre, là. Oui? En bateau? En bateau, puis en autobus. OK. Et le directeur du personnel, croyez-le ou non, de DV à Lauson, était un anglophone qui ne parlait pas français. Je pense que ça a pu être comme ça un bout de temps. Et moi, j'étais dans le bureau du personnel, puis j'en revenais pas. Il parlait aux gens en anglais, ici à Québec. Il s'appelait Bartleman. Et alors ça m'a choqué. Okay. Ça a été des expériences qui m'ont fait me rendre compte d'une chose, c'est que le français était pas aussi répandu que je le pensais quand j'étais tout jeune. Ouais. Et quand on regarde les statistiques, là, il y a une chose qui est frappante. Voyez-vous, on est 8 millions au Québec. Bon, 8 millions, c'est pas mal de monde. C'est plus que la Suède, la Norvège, puis la Finlande, séparément. Dans les 8 millions, il y a à peu près 2 millions qui ne sont pas francophones. En tout cas, on est à 80% à peu près. Ouais. Bon, mais vous regardez le Canada, c'est 38 millions. Alors, on est à côté de 38 millions. Si on enlève notre groupe, là, ça fait à peu près une trentaine de millions d'anglophones à côté de nous. Exact. Et si on regarde les États-Unis, c'est 330 millions de personnes dont la langue commune est l'anglais. Ça veut dire qu'on est entouré de à peu près 360 millions de parlants anglais. Et nous, on est ici un petit groupe de 6 millions. Et ça, vos travails d'étudiants vous ont fait faire ces réalisations-là dès le début vingtaine. Vous avez quand même appris, en plus de l'anglais, le russe et je pense l'espagnol. C'est parce que j'étais intéressé, moi, aux questions internationales. Okay. Et il fallait que je cherche l'anglais.
Ouais. Mais j'ai étudié aussi dans mes temps libres et avec des cours à l'université, j'ai étudié l'espagnol et le russe. J'ai jamais été capable de les parler couramment parce que je manquais d'expérience, mais je pouvais lire. OK, bon. L'alphabet cyrillique. Ah oui, j'ai encore des livres en russe à la maison. Et pour ce qui est de la complexité de ces langues-là versus le français, est-ce que ça vous a fait avoir des pensées là-dessus, le français? On dit souvent que c'est la deuxième langue la plus compliquée à apprendre après le chinois. Êtes-vous de cet avis? Je ne sais pas si c'est la deuxième langue la plus compliquée après le chinois, mais c'est vrai que c'est une langue compliquée, mais toutes les langues sont compliquées. Le russe aussi. C'est un peu subjectif, là, cet adage-là de supposément deuxième langue la plus compliquée à apprendre. Des langues comme l'espagnol puis l'italien, c'est plus facile pour nous. Ouais. Ça ne l'est pas pour les Russes, puis ça ne l'est pas pour les Anglais. Comprenez-vous? Latin, voilà. Alors, ça dépend un peu des racines de nos propres langues. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fini mon cours à l'université, en 54, c'est pas d'hier, j'avais 25 ans, okay. J'ai été étudier à l'Université Columbia à New York pour avoir un autre degré académique. Mm-hmm. Et là, c'était complètement en anglais. D'accord. Et j'ai passé 2 ans aux États-Unis. Je me suis même marié aux États-Unis. Ben oui. Ma femme est d'origine française, mais elle était américaine. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je dis ça parce que c'est important qu'on le sache, j'en parle pas beaucoup, mais dans ma famille, il y a non seulement des Américains, mais il y a aussi, j'ai un beau-frère arménien, j'avais un beau-frère roumain. Ah bon? J'ai des neveux philippins. Okay. Il y a même des Noirs aussi en Californie qui sont des petits cousins, je ne sais pas juste. Okay. C'est une famille où il y a beaucoup de nationalités en quelque sorte du côté de ma femme. Alors, je suis habitué à ça. Et ça permet de donner une perspective sur ce que c'est que le peuple québécois, la langue française ici. Et on continue dans le parcours que vous avez vécu en parlant du moment où vous avez été professeur au retour de l'université américaine. Vous avez occupé une charge de professeur et j'ai l'occasion de parler assez régulièrement des gens avec des charges de ce genre-là et j'entends bien du découragement sur la qualité du français des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'était mieux à l'époque? Avez-vous des souvenirs de bras qui vous tombaient le long du corps à voir des travaux de jeunes à l'époque? Parce que ça a l'air que c'est bien courant maintenant. Bon, je dirais que aujourd'hui, le français en général parlé au Québec est pas bon. Mais d'un autre côté, il est meilleur qu'il était à cette époque-là. Ah bon? Oh oui. Oh oui, à cette époque-là, on étudiait dans des livres en anglais, parce qu'il n'y en avait pas en français. Ils ont été traduits plus tard. Moi, j'étais spécialisé dans l'économie, alors c'était des livres massivement anglais ou américains. Et puis, les termes étaient souvent des termes en anglais. Donc, je dirais, c'est pas bon aujourd'hui, mais c'était pire avant. Ah bon? Et quand j'étais jeune, c'est rassurant. Quand j'étais jeune, avant l'université, la qualité du français courant dans les maisons, le monde ordinaire, c'était effrayant. à cause de trop d'anglicisme, peut-être? Non. À cause de la prononciation, puis du manque de mots, puis de... Manque de vocabulaire. Manque d'instruction, et puis... Les anglicismes, c'est passé plus du côté des Français, peut-être. On en parlera éventuellement. Peut-être, maybe, comme Molière dirait. Ensuite, on passe à la fonction publique, toujours dans le parcours. Vous avez été, conseiller de Lesage, attaché, ça reste que c'est pas de la politique active directement, rédacteur de discours. Et je voulais parler de Lesage en soi, qui est le père de la Révolution tranquille, en tout cas, il est perçu comme ça. Sa préoccupation du français, vous avez été près de lui. Oui. Au moment où il était premier ministre. Oui. Des choses qui vous reviennent en mémoire à ce sujet-là, quand on pense à ça? Il y avait un de ses ministres qui s'appelait Pierre Laporte,
que je connaissais très bien, qui était un de mes amis, qui était préoccupé, lui, du français, et qui a commencé à en parler. Et c'était tout à fait nouveau à l'époque que le gouvernement se préoccupe de la langue. Mm-hmm. Et par la suite, ça a continué. C'est arrivé jusqu'au Parti québécois avec la loi 101. Avant ça, il y a eu la loi de Jean-Jacques Bertrand. Il y a eu une loi de Robert Bourassa. Et finalement, est arrivé la loi 101. Et là, actuellement, le gouvernement veut avancer dans ce domaine-là. Je suis tout à fait d'accord. On va y arriver à ça, M. Morin, la loi de M. Jolin Barrette. Pour parler de l'époque, encore quelques instants, Lesage était quand même un orateur d'une bonne qualité. Il avait un riche vocabulaire. Alors, il s'en était soucié personnellement de la qualité de son français. Mais Lesage, ça? Oui. Ah, absolument. Il parlait parfaitement français. Et pour ce qui est de l'anglais, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être même une préoccupation plus grande au début de sa présence comme premier ministre du Québec à l'égard de la minorité. Est-ce que je suis dans l'erreur avec ça? Ben, il était parfaitement bilingue. OK. Pratiquement sans accent en anglais. Et il était en bon terme avec les anglophones. Les anglophones votaient pour le Parti libéral. Mais Pierre Laporte l'a alerté, et d'autres aussi, à la nécessité d'intervenir à cause des chiffres que je viens de vous donner tantôt. Oui. On est une petite minorité en Amérique du Nord, puis il y avait l'immigration commençait à être plus importante, et puis il s'agissait de savoir à qui ces gens-là s'intégreraient quand ils arriveraient ici. Est-ce qu'ils iraient du côté anglophone ou du côté francophone? OK. Et tout ça, c'était des préoccupations du temps de Lesage, mais qui se sont répercutées par la suite. C'était naissant, c'était là, mais bon, c'était pas nécessairement proéminent. On apprécie à peu près la situation, on comprend mieux. Comme sous-ministre par la suite, est-ce que des remarques vous viendraient sur le français dans l'appareil de l'État québécois? J'imagine qu'il devait y avoir plus d'utilisation de l'anglais que quand vous avez été ministre, exemple, sur René Lévesque, là. Est-ce que l'anglais était plus répandu dans l'appareil public dans les années 60, par exemple? Pas vraiment, non. Non, il y avait des anglophones à des postes élevés. OK. Mais non, ça... Vous parlez français quand même? Oh oui, c'était la langue française, la langue courante. Okay. Mais disons que quand quelqu'un nous écrivait en anglais, automatiquement, on répondait en anglais. Mm-hmm. Et puis, maintenant, je ne sais pas ce que c'est la pratique, mais j'ai l'impression que on va peut-être répondre en anglais, mais on va aussi envoyer une copie en français. Probablement, pas encore là, avec la loi dont on va parler un peu plus tard, qui s'en vient, là, qui est en étude, le projet de loi 96, je pense que ce sera plus possible. Question parenthèse, vraiment rapidement, les fameuses rencontres avec la GRC, est-ce que ça se passe en français, ça? Ah, c'est en français. C'est en français. Avec donc des Canadiens français. Mais leur rapport était en anglais. OK. On continue notre analyse de la place du français dans nos vies ensemble en suivant votre parcours, Claude Morin. Votre engagement politique pur et simple a vraiment commencé avec le Parti québécois, avec l'achat de votre carte de membre. Je pense que c'était en 1973. Oui. Exact. Vous avez travaillé aux côtés de Camille Lorrain, père de la loi 101. Oui. Vous disposez donc d'un regard unique sur comment il a fonctionné, ce qui l'a motivé. Parlons un peu de tout ça. L'avez-vous carrément aidé? Je pense que c'est le cas. Si j'ai quoi? Si vous l'avez aidé dans la rédaction de la loi 101? Je ne l'ai pas aidé dans la rédaction. Il y avait son équipe. OK. Mais j'étais membre du Conseil des ministres. Ouais. Et puis, on a tous, l'un après l'autre, donné nos avis sur les projets que Camille Lorrain avait. Okay. Des fois, on trouvait qu'elle allait trop loin, où il manquait des choses. Il y avait des critiques, mais finalement, ça a été une excellente loi. Et là, maintenant, il faut la mettre à jour. Et c'est ça que le gouvernement dit qu'il va faire. J'ai hâte de voir. Et quand il y a eu des perceptions de votre côté, vous avez toujours été un modéré, que ça allait trop loin, ça a été
pas mal évacué à la fin. Vous étiez probablement pas le seul aussi qui voulait quelque chose de plus nettoyé. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que il y en a qui ont dit que j'étais opposé à la... Ça n'a pas de bon sens de dire ça, mais il y en a qui ont dit que j'étais opposé à la loi 101. Pas vrai du tout. Okay. J'étais opposé, comme la plupart des autres membres du Conseil des ministres, à certaines dispositions qui, à l'époque, nous semblaient aller trop loin. Sur la minorité anglophone et ses droits, probablement. C'est ça? Oui, des choses comme ça. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on peut aller plus loin et on doit aller plus loin. On y arrive. Avant, pensiez-vous... À quel point vous saviez que ça allait être attaqué? Parce que là, on parle de Gruyère en 2021 pour cette loi-là. Et il y a eu effectivement plusieurs attaques. Vous doutiez du degré de virulence que ça allait générer, que les tribunaux allaient acquiescer à plusieurs des objections comme ça? Vous voulez dire que les tribunaux vont contester? Ben oui, qu'il y a eu vraiment beaucoup de contestation de la loi 101. Est-ce que à l'époque, avant l'exemple, la terminaison et le dépôt de la loi, c'était quelque chose qui était dans vos esprits, à savoir, ça va être contesté, ça pourrait devenir une loi avec plusieurs trous. Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment présent aux esprits du caucus du Parti québécois au moment de déposer la loi 101? On était sûr que la loi serait contestée. Ouais. Elle l'a été d'ailleurs, puis elle a été affaiblie par les tribunaux par la suite. Et c'est ça qu'il faut réparer aujourd'hui, en partie. Voilà. Si on s'y attendait, on n'a jamais pensé que ça passerait comme du beurre dans le poêle. D'accord. Mais on se ramène justement au projet de loi 96 sur la langue française officielle et commune du Québec. Le français, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est appelé peut-être un peu pompeusement réforme de la loi 101. Ça vise à renforcer le statut du français dans toutes les sphères du Québec. Et ce qui a été pointé comme le plus saillant des mouvements que ça occasionne, ça, c'est l'inscription dans la Constitution fédérale. J'avais hâte de vous entendre spécifiquement là-dessus. Vous en parler. Et je vous écoute. J'ai pas besoin, je pense, de donner d'angle à la question. J'imagine que vous aviez peut-être considéré la chose à l'époque. Comment vous percevez cette façon de procéder-là? Écoutez, je vais vous dire une chose qui est peu connue, puis pourtant qui est très présente. C'est que Pierre Trudeau, le père, quand il a fait son coup de force contre le Québec en 81, dans le rapatriement de la Constitution, il a introduit des éléments dans la Constitution qui changent la nature du Canada. Ça, c'est capital de comprendre ça. Okay. C'est qu'autrefois, et pendant plusieurs générations, le Canada était considéré comme un pays biculturel et bilingue, c'est-à-dire anglais-français. Ouais. Aujourd'hui, à cause des dispositions nouvelles dans la Constitution, le Canada est en train de devenir multiculturel. Exact. Ça, multiculturel, ça veut dire en pratique que les francophones, c'est une minorité comme les autres. Toutes les cultures se valent. C'est des peuples fondateurs. Exact. Et ça, là, étant donné les chiffres que j'ai donnés tantôt, 8 millions, 38 millions, puis 330 millions américains, étant donné ces chiffres-là, ça veut dire que les gens qui immigrent au Canada, puis il y en a de plus en plus, il peut y en avoir des centaines de milliers, ils sont invités en quelque sorte à se regrouper, puis à continuer de vivre selon leur civilisation, mais ici, et à ne pas s'intégrer, ou s'ils s'intègrent, ils vont être portés naturellement à aller du côté anglophone. On est très menacé à terme. Et moi, je pense que quand on va voir les chiffres du dernier recensement, là, on va s'apercevoir que la portion francophone de la population canadienne a diminué relativement. Oui. Ben en fait, c'est assez constant. Et là, avec ce que la CAQ propose, on aurait un petit frein, mais j'entends qu'il n'y a pas nécessairement un optimisme non plus avec ça effréné de votre côté.
un ministère de la langue française, un commissaire à la langue française, est-ce que ça peut être encore plus salvateur pour la langue française? Je ne sais pas, mais il faut des gestes radicaux et déterminés. Ce qui est important, là, c'est que, prenons il y a une autre chose que le gouvernement veut faire, je parle de l'ADQ, là, c'est d'inscrire dans la Constitution du Canada la reconnaissance de la nation québécoise. Mm-hmm. Bon. Quand Justin Trudeau a entendu parler de ça, il a dit, oui, on peut faire ça, mais ça veut rien dire. Ouais. Et il faut que ça veuille dire quelque chose. Il va y avoir une bataille là-dessus, parce que si ça veut rien dire, c'est se moquer de nous. Mais lui perçoit ça comme raciste, de parler de peuple fondateur, parce que ça exclut des nouveaux arrivants. Avez-vous une réponse à ça? C'est de s'oublier un peu, finalement, pour accueillir... Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de reconnaître la nation québécoise dans la Constitution canadienne, à condition qu'il y ait des conséquences concrètes. Ouais. Et moi, je pense que ça ne pourra pas faire autrement que d'avoir des conséquences concrètes. Okay. Et ça va soulever dans le reste du Canada puis à Ottawa des objections. Et là, j'ai hâte de voir comment le gouvernement, ici à Québec, va se comporter. Il faut qu'il tienne son bout. Et ça va devenir une très grosse bataille. Ça va aussi être attaqué sur les places dans les cégeps anglophones qui seraient gelées, puis des épreuves de français pour les anglophones. Ce côté-là, moi, perso, je vous donne un avis que je possède. C'est plus symbolique qu'autre chose. Je pense pas que c'est ce qui arrêterait quelques déclins que ce soit. Allez-vous dans le même sens que moi? Est-ce que vous trouvez une vertu à ça que j'ai pas vue? Il faut faire quelque chose du côté des cégeps, c'est évident. Oui. Ah oui, absolument. Il faut. Et écoutez, ce qui est en cause, là, puis ça, c'est un droit fondamental qu'on a comme être humain. Ce qui est en cause, c'est la survivance de la nation québécoise. C'est la survivance du français. Et si vous regardez tous les pays du monde, ils prennent des précautions en ce qui concerne leur langue, selon diverses méthodes. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose. Parce que le français est menacé ici. 8 millions sur 360 millions, ben coudonc, là, c'est inquiétant. Et on a le droit, sans nuire trop aux autres langues, à l'anglais, on a le droit de se protéger et de favoriser le français par des mesures appropriées et dynamiques et efficaces. On s'entend là-dessus, pas de doute. J'ai rien vu qui concerne, par contre, l'éducation primaire et secondaire. Je trouvais ça surprenant. Ça aurait pu être ne serait-ce qu'un cours spécifiquement sur l'histoire du français qui soit intégré au cursus, qu'on essaie de rehausser. Vous avez parlé de la piètre qualité du français parlé, puis je pense qu'écrit aussi, vous avez des remarques en ce genre-là. On pourrait s'entendre également. Et il se trouve rien dans le projet de loi 96. Est-ce que on a raté une occasion avec ça? Ben là, je ne sais pas, là, j'ai pas ça devant moi. Fait que... C'est pas le cas, c'est pas là. J'ai fait le tour pas mal et j'ai rien vu qui concernait des enseignements primaires et secondaires. Avoir été M. Jolin Barrette à sa place, c'était une occasion, me semble, de faire quelque chose en ce sens-là, parce que c'est la base. Moi, je suis tout à fait d'accord si ce gouvernement-là est déterminé à l'appuyer. C'est-à-dire que je ne change pas d'avis en ce qui concerne mon vote. Je vais voter pour le Parti québécois, mais je vais dire, je vais encourager le gouvernement en ce qui concerne la langue à aller le plus loin possible. Alors, vous êtes content de ce qui est fait quand même, puis il n'y avait rien eu depuis très longtemps. Alors, vous reconnaissez que c'est en général bien et pas trop mal mené. C'est ce que j'entends. Mais je vous le dis, quand on va avoir les chiffres du prochain recensement, les gens vont être étonnés. Ouais. Ils vont s'apercevoir qu'on vient de diminuer encore. D'ailleurs,
si Justin Trudeau s'est préoccupé du français, c'est parce qu'il y a déjà ces chiffres-là, lui. Ils sont pas finis d'analyser. Lui, il a eu accès. Nous, on les a pas. Ouais. Il sait déjà que la proportion des francophones a diminué. Okay. Et que ça va soulever des réactions. Alors, il se prépare, et puis il dit, on y a déjà pensé, voyez-vous, on est bon, hein, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils veulent faire est insignifiant par rapport aux problèmes auxquels on fait face. Peut-être comme celui qui amène le projet en soi. Pour terminer, Claude Morin, votre niveau de confiance sur la survie du français au Québec, à long terme et très long terme, pensez-vous que c'est envisageable que pensons vraiment loin, chose qu'on ne peut pas se permettre généralement en politique active, là, dans des centaines d'années, pensez-vous qu'il y a moyen qu'on conserve à une si grande échelle la présence francophone ici? Ça, c'est curieux à dire, mais ça dépend de ce qui va se passer d'ici quelques années. Okay. Si maintenant et dans les prochains mois qu'il faut prendre le virage dynamique. Si on ne le fait pas, c'est inévitable à cause de l'immigration et des mouvements de population sur la Terre qui vont être de plus en plus nombreux. Si on ne se protège pas, on va disparaître, oui. Oui. Absolument, c'est un choix de survie. Okay. Et il y a les moyens, vous l'avez dit, c'est très possible si on agit... C'est possible, démographiquement, si on fait rien, ça veut dire qu'on diminue tranquillement. C'est déjà commencé. Oui, mais c'est sûr. Mais au contraire, si on agit... et qu'on agit avec détermination, avec vigueur, avec des mesures sérieuses et contraignantes et qui sont acceptées d'avance par la population, là, à ce moment-là, on peut se rescaper. Très instructif et je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Claude Morin, grand merci encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de vous jaser. Merci encore. Au plaisir. Ça fait plaisir. Gênez-vous pas. Ça va réarriver bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Claude Morin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. À bientôt. OK. Bonne fin de journée. Merci.